mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les titres qui seront développés aujourd'hui. Les anciens premiers ministres Evans Paul et Joseph Joute estiment qu'aucune mission étrangère ne peut résoudre la crise sécuritaire que connaît le pays actuellement. Selon eux, la solution est entre les mains des Haïtiens. Des défenseurs des droits humains plaident pour le renforcement des institutions dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Selon Gédéon Jean Ducard, Samuel Madistin de la Fondation J'éclairé et Antonal Montimé de Défenseurs Plus, la justice haïtienne doit sévir contre les financeurs des gangs. Fin ce jeudi 3 août des examens du baccalauréat. Le ministre de l'Éducation nationale, Lesmi Maniga, a dressé un bilan positif de ces 4 journées d'épreuve. Aucune mission étrangère ne peut résoudre la crise haïtienne. La solution est entre les mains des Haïtiens et il faut une prise de conscience pour la résoudre, selon le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Evans Paul. Le pays est en passe de devenir infréquentable, selon lui. Il dit craindre qu'Haïti ne soit placé sur la liste noire par les autres pays, à l'instar de la Somalie. Même position pour l'ancien Premier ministre Joseph Joute. Il estime que les Haïtiens doivent se mettre ensemble pour trouver des solutions pour ramener le pays sur les rails démocratiques. Porter tête non façon côté Haïti vient presque un pays infréquentable. Il faut faire très attention pour ne pas arriver dans la situation Somalie. Il y a tellement bouqué avec Somalie, il n'y a pas parlé de Somalie encore. Mais ça ne veut pas dire problème Somalie à résoudre. En Haïti, les États-Unis ne veulent pas prendre tête aucune force dans le pays d'Haïti. Parce qu'en 3 siècles, ils débarqué 3 fois, ça n'a pas marché. Le Canada fait effort, parle en pile, il prend sanction, mais il ne veut pas prendre tête là tout. C'est dans le marché, chercher, ils ont finalement joint le Kenya. C'est pour nous comprendre dans quelle situation Haïti est aujourd'hui. C'est presque l'image d'un pays infréquentable. C'est dans ça nous y. Et moi je dis ça avec un peu de souffrance, moi je dis ça pour motiver l'autre monde, pour nous connaître la situation du pays d'Haïti, pas aucune troupe étrangère qui a résoudre. Je ne pas dit troupe pas venir, parce que c'est une situation de désespoir d'insécurité qui a besoin de concours pour mettre l'autre dans des autres. Pour neutraliser les gens qui fait des autres, qui fait kidnapping, qui tuer les gens. Mais en même temps, le problème, c'est Haïtien qui résoudre. Fondamentalement, durablement, c'est Haïtien qui résoudre. Même si temporairement, nous avons aide, amis, quel que soit à côté de sorti. Pour un petit moment tout petit, puisque nous vivons l'expérience là déjà. De 1992 jusqu'en 2016, on l'a trié de missions de troupes qui passaient en Haïti. Nous avons compté auprès d'une vingtaine. Mission civile, mission ceci, jusqu'à ministère. Ça n'a pas porté solution. Parce que fondamentalement, ça n'a pas réglé. Ça a réglé un problème d'instabilité politique. Mais instabilité politique, les connaît avec un autre concept fondamental qui est la souveraineté nationale. Automatiquement, une famille, un papa, ou dans leur bain avec madame, ou dans bat petit, ou fait violence sur eux, c'est voisinage qui a venu aider ou perdu droit citoyen. Haïtien presque, Haïti presque perdu, ça a été comme notoriété, comme fierté nationale. Moi, lancer ça, c'est pour dignité nous, sentir blessé. Et pour nous faire un effort pour nous connaître, ce n'est pas un problème au groupe, c'est un problème nous tous qui avons conscience, il faut rétablir l'ordre dans le pays pour nous suspendre des étrangers venir aider. Et la police nationale là, est assez solide pour le faire travailler ça. Mais tout, il faut nous connaître que la police nationale là, c'est dans la population sortie. Et la population, on a regardé, c'est une population qui, comment je dis ça,
Evans Paul remet utiliser le mot en dégât. OK, population en dégât, police là, il y a l'image du pays. Elle dit police là, il a besoin de support, police là, il est fatigué tout. OK, même pour football, parce que moi j'aime football. Football après 90 minutes. L'heure de prolongation. Joueur extrêmement fatigué, il faut nous comprendre ça. Et police nationale là, non seulement il est compétent, mais il a volonté pour travailler. Mais tout, il est fatigué et il y a un peu de matériel tout qu'il a besoin. Je pense que ça, c'est un souffle nouveau, c'est un sang nouveau que une force multinationale qui a porté pour le pays. Premier bagage là, c'est entrer dans le quartier que nous relèvons le quartier de non-droit. L'État absent. OK? Moi-même, je travaille sur un document avec CNDDR pour l'État présent dans le quartier, porter service à la population. Et puis là, ça, bandit pour compte, il a tombé. La société est malade. Si on est intervenu, ils viennent aider nous. Parce qu'ils sont fatigués avec nous. Nous avons longtemps demandé ça, mais ils sont fatigués avec nous. Il faut que nous travaillions pour réhabiliter chaque monde dans la place. Pour tous les pays à Souraï, démocratique, Jean-Louis Doué, qu'il y a plein de problèmes. Et quand nous comprenons, moi-même, je dis nous ça, nous connaissons la vérité, qu'il y a plein de problèmes. Mais il y a des institutions qui fonctionnent. Nous-mêmes, non seulement nous avons des problèmes, mais les institutions nous tout à genoux. Négatif. Négatif. Nous avons supporter la police nationale, nous supporter continuer à tout matériel et équipement besoin pour le travail. Il faut que le ministère des Affaires sociales, le ministère des Travaux publics, avec tout l'autre ministère, pas dire le gouvernement, rentrer dans le quartier, aller la population en service, ramasser pile fatramouek dans la rue, mettre les gens au travail, et puis l'insécurité à la baisser pour compte. Des responsables d'organismes de défense des droits humains alertent sur l'importance d'un effort national pour trouver une solution durable à la crise. Monsieur Antonal Mortimé de Défenseurs Plus préconise des actions pour punir les financeurs des gangs et ne pas se contenter de sanctionner les acteurs. C'est également l'avis de Maître Samuel Madistin, coordonnateur de la Fondation J'éclairé. Les autorités doivent profiter de l'appui d'une force internationale pour renforcer les forces de police et les forces armées. Monsieur Gédéon Jean du CARD abonde lui aussi dans le même sens. Il révèle que seulement 8000 policiers ne peuvent combattre les gangs lourdement armés. Fin ce jeudi 3 août des examens du baccalauréat qui se sont déroulés à travers tout le pays. Lors d'une visite au collège Saint-Louis de Bourdon, le ministre de l'Éducation nationale, accompagné d'autres cadres du ministère, a dressé un bilan positif des 4 journées d'épreuves, mis à part quelques petits problèmes signalés, mais dans l'ensemble, l'ESMI Manigat s'est aussi décerné un satisfecit pour le bon déroulement des examens et particulièrement pour l'efficacité des professeurs ayant été engagés pour la surveillance et la supervision. Année ça, le ministère a annoncé qu'il plus que 110 000 candidats dans 598 centres dans tout le pays. Grâce à concours, toute société, d'abord parents-élèves, qui fait un pile d'efforts, un pile sacrifice, et élèves tout. Côté que dans le mois mai, juin, juillet, vendredi, samedi, dimanche, le ministère a mobilisé plus de 2000 professeurs pour faire cours compensation apprentissage, pour les cours rattrapage. Et les élèves disent nous, ils sont très satisfaits de performances de professionnels qui étaient engagés pour que ils comblent quelques lacunes que ont gagnées. Le ministère, dans le dernier jour d'examen, a déclaré qu'il est très satisfait du déroulement. Le taux de participation moyen jusqu'à hier était entre 96 et 97% à travers tout le pays. C'est un gros résultat. C'est en moyenne ça que toujours gagne chaque année. Il y a un centre d'examen qui est dans une zone très difficile. Nous avons cité Gantier en particulier, nous avons cité Liancourt, nous avons cité Petite Rivière la Tibonite. Tout centre ça malgré difficulté, grâce à vigilance, concours PNH dans différents niveaux, nous réalisons exploit qui fait que tout centre fonctionne.
nous connaissons tout. Il y a des élèves qui étaient empêchés. Parce que même le centre fonctionnait, ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné accès par la route pour arriver dans le centre. Le ministère met en place un dispositif que le centre permanent d'évaluation, qui fait que tout élève qui a une difficulté quelconque, qui fait pas de temps arrivé et qui justifie dans le mois août, le ministère prend une date de convocation pour que dans toute direction départementale qui a un cas, pour les élèves à faire examen. Année ça, le ministère prend pile de décision. Parmi les décisions, c'était décider que c'est enseignant seulement, cap responsable centre, cap superviseur, cap surveillant. Ça a bel résultat, le ministère satisfait. Le ministère tout est engagé, jeunes professionnels, universitaires, nos réseaux observateurs, qui ont même sillonné 10 départements et par différents moyens, que ce soit message texte, vidéo, groupe WhatsApp, eh bien nous sommes en temps réel au courant de toutes difficultés qui étaient gagnées. Le docteur Willis Taco regrette qu'il n'y ait aucun programme de santé international concernant les maladies cardiovasculaires en Haïti. Il estime que les bailleurs ne sont pas intéressés car ces pathologies ne sont pas transmissibles. Le fondateur du Centre de prévention des maladies cardiovasculaires qui fonctionne en Haïti depuis le début du mois de juillet préconise de réaliser une évaluation chez chaque patient dès 25 ans afin de définir une prise en charge appropriée. Effectivement, il y a une étude qui montre surtout les vaccins à ARN. Et là, on parle de surtout Pfizer. Il a montré que, par exemple, non, il a montré que 1%, surtout chez les garçons, qui effectivement développé ça le myocardite et qui suite à vaccin et surtout Pfizer, peut-être moins Moderna. Effectivement, c'est ça. Mais si on compare les bénéfices entre un vaccin et pas prendre là même, donc on va toujours conseiller de prendre le vaccin. Je comprends. Bon, donc et quand il est là pour parler de centre là qui côté lié. Ah oui. Moi ils font passer ouais. Alors c'est à la lumière de tout ça que dit là que nous depuis son idée de carré depuis longtemps pour nous ouvrir un centre de prévention de maladies cardiovasculaires en Haïti. Son premier. Parce que malheureusement, pas aucun partenaire, pas aucun bailleur qui est intervenu dans la maladie cardiovasculaire en Haïti. Et on sait pourquoi. Et deuxièmement, nous ne sommes pas sensibilisés. On ne va pas dire pour ça non que va intervenir. Parce que la maladie cardiovasculaire, c'est prise en charge très coûteux. Très coûteux. Et pourtant, il le corps. Donc, il va intervenir. Non. Nous avons une instance, nous avons OMS. Alors, nous avons un programme qui est les HEARTS, qui est établi dans 31 pays dans le monde. Il y a un Saint-Domingue, mais pas en Haïti. Deuxièmement, maladie cardiovasculaire, ce n'est pas des maladies transmissibles. Ça veut dire que si vous avez là, vous n'avez pas de risque pour les Canadiens, soit le Canada, vous n'avez pas de risque pour le Baili, l'autre côté. Donc, ça veut dire que pas intérêt pas vraiment là. Et malheureusement, dans le pays d'Haïti, pas vraiment un programme pour ça, donc pas de moyens. Donc, nous-mêmes, en tant que service de santé publique, nous avons un intérêt qui gagne pour un centre de prévention en Haïti qui a fait prévention primaire et secondaire. L'un des préventions primaires, ça dit que, quel que soit le monde qui gagne l'âge 25 ans et plus, qui a fait un check-up dans ce centre-là, qui n'est pas senti malade, qui est senti malade, pour nous faire une évaluation en profondeur de monde, pour nous calculer les facteurs de risque, pour nous connaître score, en fonction de score, ils ont prise en charge appropriée. Et centre-là, nous disons ça en coulisses, nous avons une équipe multidisciplinaire, médecins, infirmières, nutritionnistes, diététiciens, qui dédient à cause de ça et qui nous ne pouvons pas dépasser 15 personnes. Nous ne pouvons pas plus que 15 personnes par jour. 10 à 15 personnes.
parce que nous voulons pour le monde venir, pour nous expliquer, tout ça m'a dit là, m'a expliquer comment ça fonctionne, qui ça pour le faire, qui ça pour le pas faire, et pour nous donner des prises en charge appropriées. Donc, c'est une première, et nous sommes 1er juillet, nous sommes bien un mois, et nous commençons à venir timidement, mais ce n'est pas le cas parce que on connaît son processus, changement de comportement, parce que nous ne sommes pas habitués à ça, Jean Zolan. Depuis que nous n'avons pas senti le malade, il va voir le docteur. Oui. Donc, c'est un challenge que nous voulons adresser pour la population. Le nouveau directeur général AI de l'autorité portuaire nationale, Jocelyn Villiers, fraîchement installé, promet de renforcer l'institution qu'il dirige. M. Villiers a fait savoir qu'il a déjà pris toutes les dispositions afin d'empêcher la répétition de certains problèmes qu'a connus l'APN, notamment les grèves. Il répond aux questions de notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes. Monsieur le directeur général, interview de connaissance, merci de faire votre connaissance. Merci. Merci. Ce qu'a présenté à Public Métropole là de manière particulière, mais à pays de manière générale, puis on connaît qui est, je dis, à tête APN. Merci au public de Métropole, merci à chacun de vous. Je suis Jocelyn Villiers, directeur général de l'autorité portuaire nationale. Un coup de présentation de vous, c'est-à-dire qui est sorti, un petit parcours de vous-même pour nous connaître, qui est souillé, et de côté sorti à jusqu'à tête APN aujourd'hui. Quand je suis sorti, je suis sorti l'ASCAO Bassin tout premier lieu. Alors vous devez parler de parcours professionnel. Parcours professionnel, moi c'est mon petit APN. Moi, j'ai commencé à travailler à APN depuis 2004. Ça veut dire que j'ai 19 ans de carrière à l'autorité portuaire nationale. J'ai commencé comme officier de sûreté adjoint du port international de Port-au-Prince, ensuite officier de sûreté du port international de Port-au-Prince pour devenir assistant directeur de la sécurité et ensuite directeur de la sûreté et de la sécurité de l'autorité portuaire nationale. Aujourd'hui, on a tête APN avec une mission spécifique. Mission et objectif principal qu'on a comme nouveau directeur général dans un contexte particulier. Dans ce contexte, je suis là pour rétablir la confiance, instaurer, faire que chaque partenaire portuaire puisse être en mesure de travailler en toute sérénité et pour reconnaître que l'EONA pourra, comme auparavant, qu'il y a un milieu qui est sûr et que pourra commencer à développer. Rétablir la confiance, comment? Nous connaissons un pile soupçon de corruption sur la PN de manière générale, avant même qu'on arrive. On ne parle pas de vous. Corruption, contrebande, est-ce que vous pensez que la population de manière générale, mais l'État est capable d'espérer quelque chose de vous en termes de nouvelles actions? Corruption au sein de la PN, je préfère que ce soit une enquête qui dit. Mais parce que nous là, nous venons pour mettre l'ordre dans l'institution. Mais pas seulement pour la PN, c'est pour tout le secteur portuaire. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'installations portuaires publiques que d'installations portuaires privées. Donc, le rôle, nous, c'est assurer nous que tout le monde nous inspire confiance d'abord. Et ensuite, tout le monde prend confiance dans le secteur portuaire ça, pour nous attirer de nouveaux investissements. Question trafic d'armes, nous connaissons qu'il y a un pile cargaison d'armes qui ont saisi ces derniers temps dans les ports à travers le pays de manière générale. Port-au-Prince, port dans le nord-ouest, par exemple, dans le port de Paix et port Cap-Haïtien. Est-ce que vous-même vous avez de nouvelles stratégies de combat pour éviter aussi que le pays a infesté de armes qui a entré de manière illégale pendant que nous luttons contre l'insécurité de manière générale? Bien sûr. Je n'ai pas oublié dans le début de l'interview, je me dit que j'étais directeur de la sûreté et de la sécurité, bien avant que je nommé directeur général. Donc, en tant que directeur général de l'autorité portuaire nationale, le premier combat que nous avons mené, c'est assurer nous que POA, même j'en le dis dans le Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires, que l'installation portuaire, l'autorité portuaire nationale là pour lutter contre contrebande, contre vol et trafic illicite. Donc, en tant que directeur général, le rôle, c'est assurer que le trafic illicite, je ne peux pas dire que nous allons camper à 100% parce que c'est un combat que nous allons mener, mais réduire au maximum. Et assurer-nous que le trafic que pour n'a pas aucune perception, côté que drogue passée, côté que trafic d'armes fait. Mais je dois vous dire que l'installation portuaire fait une saisie d'armes, ce n'est pas une mauvaise perception pour le port, c'est que le port a fait travail. Parce que le port a son barrière de sortie, mais c'est aussi son barrière d'entrée. Donc s'il n'est pas qu'à sortir, c'est que le port a fait un bon travail.
Maintenant, et en ce qui a trait au port privé, je parlais de la FITO, par exemple, le port le plus populaire en termes d'action privée qu'a fait là, on dit que l'État n'a pas un contrôle direct sur ça, ou même qui nouvelle stratégie qu'on gagne. Nouvelle stratégie que nous gagnons, c'est que nous voyons le travail pour faire en sorte que nous gagnons présence de l'autorité qui dans toute installation portuaire, y compris la FITO, mais aussi pour nous assurer que nous faisons supervision et évaluation. Supervision en termes d'opération, supervision en termes de sûreté et de sécurité. Et voilà, assurer que nous avons présence de l'autorité dans toutes les installations portuaires. Ce n'était pas le cas, notamment à la FITO. Bon, je suis nouveau en tant que directeur général. Je ne vais pas vous dire est-ce que c'était le cas avant, mais ma mission, c'est d'évaluer le passé, mais de voir le présent et le futur. Il y a des membres dans le secteur privé qui disent que l'État doublé, triplé et prix dans le port, est capable d'augmenter les recettes, assiette fiscale là, mais aussi surtout dit qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards sans que pas gagner, si vous voulez, de nouvelles stratégies. C'est juste augmentation de taxes, de prix d'importation, etc. Est-ce que vous pensez que ça semble qui est évident? Quelle est la mission d'une installation portuaire? C'est pas de faire la perception, c'est pas ça la mission du port. La mission du port, c'est d'assurer qu'on marchandise entrée, les débarquer, et on marchandise cap sorti, les embarquer. Et ensuite assurer la sécurité et le gardiennage pour la douane. Mais l'institution qui occupe de taxation marchandises, c'est la douane. Donc c'est une belle question, mais ce n'est pas au bon endroit. Donc c'est au directeur général de la douane peut-être de répondre à cette question. Mais je dois vous dire que nous, de notre côté, nous allons nous assurer que tout ce qui se passe dans nos installations portuaires soit bien gardé. Ça veut dire que sûr qu'aucun monde ne peut pas ouvrir un conteneur s'il n'est pas autorisé par la douane. Mais comment la taxer, ce n'est pas de notre responsabilité. Des rencontres déjà avec les différents secteurs qui dépendent de vous, notamment, je veux dire, tes grandes rencontres. Qui ça a été l'objectif là? L'objectif là, c'était premièrement de me présenter au secteur, bien que tout le monde connaisse déjà, parce qu'après 19 ans, tout le monde connaît dans le secteur. Mais me présenter en tant que directeur général, mais aussi de présenter ma vision en tant que directeur général pour dire de qui ça m'attend de ce secteur-là et qui ça moi-même m'attend de faire dans ce secteur-là pour que qu'il y ait plus d'investissement et que pour là qu'à contribuer dans l'économie pays. Et la vision, c'était quoi? Ma vision, c'est que pour nous gagner un secteur portuaire beaucoup plus sûr, pour nous gagner un secteur qui est plus engagé, plus uni, et pour nous gagner plus d'investissement dans le secteur ça. Parce que environ plus que 70% de ça nous consommons dans le pays a passé à travers l'installation portuaire. Donc, port et installation portuaire, ce n'est pas un élément qu'on a négligé dans le pays. Et nous voulons assurer que nous faisons partie du moteur économique du pays. Bon, Métropole, c'est un plaisir pour me rencontrer aujourd'hui. Je souhaite toujours travailler avec Métropole parce que nous travaillons en transparence. Nous voulons assurer que si nous avons une perception de l'autorité portuaire nationale, que nous reversons le changer. Merci. Pour conclure, la reprise des titres. Les anciens premiers ministres Evans Paul et Joseph Joute estiment qu'aucune mission étrangère ne peut résoudre la crise sécuritaire que connaît le pays actuellement. Selon eux, la solution est entre les mains des Haïtiens. Des défenseurs des droits humains plaident pour le renforcement des institutions dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Selon Gédéon Jean du CARD, Samuel Madistin de la Fondation J'éclairé et Antonal Mortimé de Défenseurs Plus, la justice haïtienne doit sévir contre les financeurs des gangs. Fin ce jeudi 3 août des examens du baccalauréat, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a dressé un bilan positif de ces 4 journées d'épreuve. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.